Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un nouveau Bonjour d'Algérie à l'est du pays en ce mardi 11 novembre. Et nous allons traiter différents sujets. D'abord, nous allons commencer par l'évaluation des mémoires de fin d'études, mais aussi des travaux des étudiants eu égard à l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est un invité qui s'invite, qui s'impose, et les étudiants, eh bien, l'utilisent. Comment les professeurs vont évaluer. C'est le thème d'une conférence nationale qu'a abrité l'École normale supérieure de Constantine. Ensuite, nous allons nous intéresser aux technologies de l'information et justement aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la réglementation, l'entrepreneuriat. Nous aurons un expert de renommée internationale, M. Mehdi Labani, qui viendra nous parler de cette troisième édition du Salon de Constantine. Enfin, nous reviendrons sur ce qui s'est passé le week-end en termes de médecine infantile avec une journée scientifique organisée par l'EHS de Sidi Mabrouk, un établissement spécialisé mère et enfant. Donc on viendra parler des différentes pathologies susceptibles d'être traitées par les pédiatres et deux invités viendront nous en parler. Alors, c'est le programme, mais comme notre habitude nous impose, parce qu'on a de bonnes habitudes, c'est comme se balader sur les aires de Constantine, surtout qu'aujourd'hui il fait très beau, il y a du soleil, mais même s'il fait un peu frais. في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة الانصار فجع سلمته وقبل سلامي الخبر قال انا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود Je ne m'en lasse pas, j'espère que vous aussi, parce que c'est une très belle balade à travers les gorges du Rumel et la belle ville de Constantine. Mais ce n'est pas notre propos, nous allons parler de l'intelligence artificielle en milieu estudiantin, notamment dans la confection des travaux des étudiants. Alors, Marhababik d'abord, Madame Leila Djouima, qui est docteur, et c'est vous qui avez organisé cette conférence nationale au niveau de l'École nationale supérieure de Constantine. Marhaba bik. Merci, bonjour donc à vous, Monsieur Benkaïdia, et à tous les téléspectateurs. Et merci pour l'invitation. Je vous en prie d'abord, je vous remercie d'avoir fait le déplacement parce que c'est toujours un plaisir de recevoir des gens qui viennent, qui organisent, et surtout un thème assez d'actualité, puisqu'on va parler de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi d'abord, comment vous est venue l'idée d'organiser une thématique aussi, on va dire, nouvelle, aussi précise?
Ben, l'idée justement m'est passée par la tête le jour où on a commencé à remarquer que les étudiants ramenaient des travaux qui ne ressemblaient pas du tout à leur niveau. En fait, on connaît nos étudiants et le jour où ils doivent remettre des dissertations ou alors des travaux de mémoire de fin de cycle et tout ça, donc on remarque que l'étudiant est vraiment différent de ce qu'il ramène. Donc on a commencé à se poser des questions, on se dit est-ce qu'on est vraiment en train d'évaluer nos étudiants ou on est en train d'évaluer une machine? Et puis, la sonnette d'alarme vraiment a sonné le jour où on a organisé les concours de doctorat, les derniers concours de doctorat. Donc, on a fait le constat que les réponses des candidats étaient complètement biaisées. Donc, c'était des réponses ramenées d'ailleurs. Donc, et qui ne pouvait pas nous indiquer vraiment l'excellence. Donc, quel est le meilleur candidat à sélectionner pour des études supérieures telles que le doctorat. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis dit peut-être qu'il faut... Alors, pour ce faire, vous avez ramené des enseignants, des professeurs, et puis aussi des étudiants, des chercheurs, à peu près des quatre coins du pays. Oui, j'ai fait un appel. Donc un appel à contribution. Donc, et l'étonnement, c'était que tout le monde, enfin presque tous les chercheurs étaient intéressés. Et donc on a reçu des résumés de tous les coins du pays. Donc de Tindouf, de Tamarrast, de Béchar, de Saïda, de Bouira, Boumerdes, Béjaïa, tous les coins du pays. Ça veut dire que le sujet est très intéressant et ça veut dire que le sujet aussi est d'actualité, que tout le monde est concerné par cette utilisation de l'intelligence artificielle. En fait, l'évaluation, c'est l'objet de tous. Donc tous les enseignants, tous les chercheurs doivent toucher à l'évaluation d'une manière ou d'une autre. Et l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet de pointe. Donc rassembler les deux a vraiment donné l'envie aux gens d'aller réfléchir et de penser plus loin, de voir quelles seraient les meilleures pratiques justement de l'évaluation à l'ère du numérique. On va juste regarder le reportage que l'on a réalisé, puisqu'on nous sommes rendus à l'École nationale supérieure SCH Bar de Constantine, et bon, on a un peu interviewé un peu les participants. On va juste voir le sujet et revenir vers le débat. يهدف إلى تقويم وتحليل والنقاش حول الذكاء الاصطناعي ودوره في البحث العلمي وما هي الإيجابيات وما هي السلبيات من هذه التحولات الجديدة التي تشهدها الجامعة الجزائرية والبحث العلمي. يشارك في هذا الملتقى حوالي 120 باحث من مختلف جامعات الوطن حضوريا وعن بعد. كذلك على هامش الملتقى ستنعقد 18 ورشة من تنظيم الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه والطلبة الآخرين لمناقشة مثل هذه الموضوعات. طبعا نتشرف اليوم باستضافة عدد كبير من الأساتذة حضوريا من جامعة بجاية، من جامعة عنابة، من جامعة سطيف، من جامعة وهران ومن جامعة قسنطينة، مختلف المؤسسات الجامعية في مدينة قسنطينة. Caché pluridisciplinaire et justement intentionnel. Pourquoi? Parce qu'on voudrait justement croiser, comme je l'ai dit, les regards des disciplines. Parmi les participants, il y a des physiciens, il y a des biologistes, il y a aussi le directeur de l'agence thématique qui a participé pour parler de l'état des lieux de l'évaluation de la recherche, parce que c'est un autre volet aussi, où l'intelligence artificielle a fait un chemin.
Donc, on est là pour discuter justement les moyens d'évaluation. Voilà. L'un des premiers pas, c'est de rassembler les gens, les pousser à réfléchir ensemble. Mais ce qu'on a pensé à faire aussi, c'est qu'en parallèle de cette conférence, il y aura cet après-midi des ateliers pédagogiques, donc au profit des étudiants sur la même thématique. Donc, pour justement rationaliser l'utilisation de l'intelligence artificielle et éventuellement essayer de prendre conscience du danger que les choses vont prendre. Bon, la présentation تاعي راح تكون على l'intelligence artificielle في le contexte de l'éducation en général, mais حكيت على l'assessment اللي هو l'évaluation. Donc راح يمد نظرة شاملة للذكاء الاصطناعي في le contexte de l'éducation وراح يقترح ولا يبروبوزي واحد لا فيزيون اللي تخلي الإنسان يكولابوري مع l'intelligence artificielle. ثم البصمة تاع الإنسان لازم تبقى ديما حاضرة في التعليم وفي جميع les secteurs d'ailleurs. Ma présentation est intitulée l'évaluation des mémoires de master des étudiants en fin de cycle à l'université de Constantine. J'ai préféré travailler sur la perspective des enseignants qui corrigent les mémoires pour voir quelle est leur opinion en ce qui concerne l'utilisation de l'IA, l'intelligence artificielle, pour cette évaluation et sur quelle base ils vont utiliser ces outils pour bien évaluer les mémoires des étudiants. Je dirais que c'est vraiment horrible parce que l'année passée, lors des soutenances, j'ai eu du mal à vraiment lire les mémoires des M2. Parce que l'intelligence artificielle s'est invitée pour les rédactions de différents mémoires et ce n'est pas le travail des étudiants qu'on trouve sur les mémoires. Il faut créer un module en intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans différents... Voilà, donc là, c'est ce qu'on a recueilli un peu comme propos mais c'est une partie des participants, c'est pas tout le monde. Surtout, alors, le dernier est très intéressant, professeur Karkar, Oui. qui est une sommité dans son domaine. Professeur Karkar est professeur émérite, en physique, mais qui s'intéresse particulièrement à l'intelligence artificielle. Professeur Karkar, je l'ai connu dans un programme de formation en langue anglaise et ce qui était surprenant, c'est qu'il nous a raconté une petite anecdote. Il a réparé Challenger. Ah, quand même. Ça, Oui. Il faut aller à la NASA et travailler. Absolument. Absolument. Donc, on a beaucoup de respect à ce monsieur. Et donc, il a pris la peine de faire le déplacement de Béjaïa pour venir participer. Alors, d'où ma question qui coule de source. Comment se fait-il qu'un physicien vienne vers un laboratoire linguistique? Parce que vous, c'est un laboratoire de langue. Oui, mais en fait, la conférence en elle-même, le colloque en lui-même, était pluridisciplinaire. Donc, le but était de croiser les regards parce qu'un physicien, un matheux, un philosophe ou autre, ils font de l'évaluation. Oui, ça reste un enseignant. Voilà, et ils sont tous touchés par l'intelligence artificielle. Donc si nous, on se plaint du fait que les productions écrites de nos étudiants ne sont plus les mêmes qu'avant, eux aussi, ils ont leurs propres soucis. Les logiciels qui font des simulations, qui font des programmes et tout ça. Donc, est-ce que, justement, ça affecte la recherche scientifique dans ces disciplines? Et c'est pour cela qu'on les a invités. Donc, on a invité M. Karkar, on a invité M. Merir de la biotechnologie et pas mal d'autres pour, justement, discuter. Essayer de parler. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens
d'autres d'autres disciplines et qui sont venus avec le même intérêt, c'est-à-dire la conférence est terminée, mais parmi les propositions de M. Karkar, c'est de créer un module d'intelligence artificielle pour mieux utiliser cet outil. Eh bien oui, donc c'est l'une des recommandations du colloque. Et en fait, il y a des universités qui ont déjà commencé à installer donc, le module de l'IA dans les cursus. Et donc peut-être que ça va venir, peut-être que toutes les universités... C'est-à-dire que l'outil intelligence artificielle est là, il vaut mieux montrer aux étudiants comment l'utiliser que de le laisser, voilà. Ça, on n'a pas le choix. Mais il reste aussi d'autres moyens d'évaluation. Vous proposez aussi, entre autres, l'examen oral, qui reste humain. Oui, entre autres. Donc, on a l'examen oral, mais l'examen oral aussi, il peut être biaisé. Donc, l'étudiant pourrait apprendre par cœur donc, ce qu'il devrait dire. Apprendre des réponses. Voilà, donc ça pourrait se faire. Mais bon, il y a d'autres méthodes aussi. Donc, par exemple passer de l'évaluation du produit à l'évaluation du processus. Donc, au lieu d'aller vers le résultat ou vers la production de l'étudiant, plutôt aller à évaluer donc, le parcours du début jusqu'à la fin. Comment l'étudiant est-il arrivé à ce produit-là? Donc, c'est le processus. Donc, ça veut dire que c'est une évaluation qui commence dès l'entrée. Oui. Jusqu'à la fin. Oui. C'est une évaluation formative. Mais ça veut dire qu'il faudrait avoir les mêmes professeurs, le même enseignant, le même encadrement durant tout le cursus universitaire, ce qui n'est pas tout à fait évident. Pas forcément. Donc, un enseignant, durant toute l'année ou même un semestre, il pourrait donner des projets donc, à réaliser et il pourrait suivre le parcours de la réalisation du projet du début jusqu'à la fin. Donc, l'apprentissage pourrait prendre 1 mois, pourrait prendre 1 semaine, pourrait prendre 6 mois, 1 année ou plusieurs années. Mais, en fait, on n'évalue pas, comment on dit en anglais, the outcome. On évalue plutôt la production, donc comment elle s'est faite. Quel est le processus que l'étudiant a suivi? Donc, généralement, c'est des situations problèmes. Donc, on met l'étudiant en face à un problème et c'est à lui de trouver une solution. Et là, c'est vrai qu'on confronte le chercheur ou l'étudiant à une situation. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Il vaut mieux répertorier. Donc, il y a le portfolio, par exemple. Le portfolio, il permet à l'étudiant donc, de faire de l'auto-évaluation. Donc, il pourrait aller... comment dirais-je, enregistrer donc tous ces travaux donc, et travailler sur... donc l'enseignant n'aura pas à aller vérifier régulièrement les notes, mais plutôt il ira vers le portfolio de l'étudiant. Il y a aussi donc des façons de développer, de poser nos questions. Donc au lieu d'aller vers... des questions directes, aller vers des questions réflexives, donc mettre les étudiants dans des situations problèmes et les obliger à réfléchir et à essayer de trouver c'est tester la capacité de réfléchir, la capacité d'analyser et tout ça. Donc aller vers les niveaux supérieurs de la taxonomie de Bloom, par exemple, donc où on va vers l'évaluation, la synthèse, l'analyse, au lieu d'aller vers ce qu'on appelle l'application des règles qu'on leur apprend et tout ça. Donc là, c'est un niveau inférieur. Donc il faut plutôt aller au niveau supérieur de la pensée, de la réflexion. Ça veut dire qu'on va aller vers une évaluation qui ne sera plus des notes, peut-être, puisque là, c'est une évaluation... on va dire graduelle, qui est sur une évaluation, sur un parcours et non pas sur des situations. Comment ça va être un peu compliqué aussi pour les enseignants. Je pense qu'eux aussi ils doivent être formés dans l'intelligence artificielle. Eh bien oui. Justement, l'une des recommandations aussi, c'est de former les enseignants à l'utilisation des outils dans l'évaluation. Donc, durant la pandémie, on s'est lancé donc, dans l'évaluation en ligne. Et bon, les premiers pas étaient très difficiles. Oui, on peut comprendre. Bon, moi-même, j'ai donné un examen où je me suis retrouvée avec des 18 chez tous les étudiants. C'est tout le monde, oui. Voilà. C'est pas donc, tout à fait... Non, mais maintenant, on est en train d'essayer de réfléchir sur comment, justement,
essayer de vérifier que l'étudiant a réellement donné le fruit de sa réflexion. Donc maintenant, il y a des méthodes technologiques assez avancées comme le tracking. Le tracking, c'est essayer de vérifier le mouvement des yeux lors d'un examen. À ce point-là, c'est très délicat. Oui. Donc c'est des technologies avancées qui sont en train justement de faciliter l'accès à ces technologies aux enseignants. Et l'accès, déjà, alors quand vous posez le problème de l'évaluation online, c'est déjà une problématique. On ne sait pas. Donc est-ce qu'il y a d'autres outils aussi? Parce que là, apparemment, la technologie, comme elle avance avec l'intelligence artificielle et ses utilisations, même pour contrecarrer, je pense que ça va de pair. Vous savez, maintenant, la technologie est en train de rouler à une vitesse vraiment extraordinaire. Et jusqu'au point où on s'est posé la question, n'est-ce pas maintenant du commerce, un marketing, c'est-à-dire où on est en train d'essayer de vendre des outils qui sont mis à jour régulièrement et il faut payer pour aller à la version la plus performante. Oui. Donc, n'étant pas dans le marketing du savoir? Peut-être, oui, c'est vrai qu'on est en train de vendre quelque chose, c'est un logiciel, ça. Alors comment, justement, apprendre à nos étudiants, comment évaluer, comment faire, prendre un étudiant et le faire devenir un chercheur, comment, dans tout ça, comment l'évaluation? Moi, je me pose toujours ces questions, parce que quand on donne un examen à un étudiant ou un chercheur, ce qui vous rend... Maintenant, on a des doutes surtout, on doute même sur la production Bon, il y a des outils maintenant qui permettent de savoir si je crois qu'il y a aussi des outils pour contrecarrer l'outil qui est là pour contrecarrer. Voilà, exactement. Donc c'est une guerre un peu de technologie. Bon, les universités maintenant sont dotées d'outils de vérification, donc on peut facilement vérifier une thèse de doctorat ou un master avant de valider le travail et de le faire passer à soutenance. Donc, on peut vérifier le taux d'emprunt. Oui, je sais qu'il y a des logiciels spécialement qui vous donnent le taux d'emprunt d'intelligence artificielle dans ce travail, dans cette recherche. Là, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait fiable encore. Il y a encore des moyens de... Bon, maintenant, il faut... Vous savez, il y a un logiciel qui est là, qui à la fin, quand vous produisez une recherche, un écrit, à la fin, il y a un logiciel qui est là pour humaniser le travail de l'intelligence artificielle. Ça, c'est très in. Justement. Et il y a justement des produits, maintenant je vous dis, c'est commercial, des produits qui vérifient maintenant si on a utilisé ou pas. Donc je lisais un article il y a 2 jours qui disait que voilà, maintenant on est passé à vérifier si justement l'étudiant ou le consommateur, maintenant je l'appellerai consommateur. Oui, consommateur, parce que donc si le consommateur est passé par justement l'outil d'humaniser le produit. Donc ça veut dire qu'il y a toujours un moyen de... Non, il y a toujours un moyen, donc ça va en parallèle. Alors question simple, journalistique, est-ce que l'université est en danger? Je ne dirais pas qu'elle est en danger, je dirais qu'il faut vraiment être vigilant. Et il faut justement être sur ses gardes pour essayer d'éviter le danger qu'on est en train de prétendre. Moi, personnellement, j'aurais voulu avoir l'avis des enseignants que vous avez honorés, puisque c'est la génération, vous avez réuni les premiers, les pionniers de l'enseignement de la langue anglaise à Constantine. Donc ce qui était particulier dans ce colloque, c'est qu'on a réuni 3 générations d'enseignants, nos aînés, qui ont été honorés à l'occasion du colloque, nous, ma génération, et puis nos étudiants. Nos étudiants aussi, qui sont soit enseignants, soit doctorants, qui étaient là. Bon, je dirais même 4 générations, parce qu'il y avait les étudiants de l'école normale qui étaient présents, qui étaient intéressés par la thématique. Donc, pour nos aînés, c'est vrai qu'il y a de la résistance. On se dit, et c'est inadmissible.
Mais quand on voit justement ce que peut apporter l'intelligence artificielle, parce qu'on dirait pas, on ne doit pas dire que l'intelligence artificielle est négative uniquement, elle ramène aussi des points très avantageux et donc ça facilite la vie. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tout à fait mauvais. C'est pas tout à fait mauvais. Voilà, il faut juste canaliser. Il faut canaliser, il faut savoir utiliser, il faut rationaliser l'utilisation de l'intelligence artificielle. Partout dans le monde, maintenant, les étudiants utilisent l'intelligence artificielle, mais il y a un niveau de tolérance, donc, et il y a donc une formation à cela, donc préparer les étudiants à savoir utiliser l'outil au lieu de devenir dépendants. Donc, au lieu de tout récupérer de l'intelligence artificielle, il faut savoir justement cerner le plus important. C'est vrai que ça fait gagner du temps, ça fait, ça structure donc la réflexion, mais cela dépend donc des questions qu'on pose à l'IA, donc pour pouvoir justement aller droit au but. Parce qu'on a constaté aussi que des fois les étudiants ne savent pas utiliser ce qu'ils reçoivent de l'IA et des fois ils passent à côté. Il faut poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Voilà. C'est ça. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà. Moi, je vous dis sincèrement, pour moi, il faut revenir aux bonnes vieilles astuces, c'est-à-dire l'examen oral. Je pense qu'avec des questions bien précises, on ne pourra pas utiliser l'intelligence artificielle. On a beau apprendre tout, on en a beau, mais on ne peut pas tout quand même maîtriser. Je pense que l'examen oral reste une bonne vieille astuce pour examiner, pour tester. C'est toujours. Ça, c'est un avis personnel. Ah bien oui, vous avez le droit de donner votre avis et puis ça enrichirait en fait le débat. Donc on a lancé le débat. Et on est en train d'écouter les gens et de voir donc leur réaction sur le sujet. Donc c'est un sujet très intéressant. C'est un objectif atteint parce que là on a provoqué la réflexion sur la thématique. C'est l'objectif, c'est ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres séminaires, d'autres rencontres sur justement peut-être d'autres sujets qui ne sont pas très loin de l'actualité comme l'intelligence artificielle? Inch'Allah. Donc, en premier lieu, on est maintenant sur l'analyse de la matière qu'on a gagnée de ce colloque, donc au niveau du laboratoire. On va essayer de reprendre les présentations donc, des participants et donc classer, catégoriser les propositions et éventuellement essayer de contacter des spécialistes en IA, poser les vrais problèmes pour pouvoir avoir les vraies solutions. Les bonnes solutions. Voilà, les bonnes vrais solutions. problèmes, bonnes solutions. Voilà. Et surtout, essayer de recadrer ce travail. Voilà. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au niveau de l'événement. Ça va continuer donc, dans la même lignée. Et puis, éventuellement, si on trouve un journal, donc une revue scientifique qui pourrait publier les actes du colloque, ça serait merveilleux. Je pense que ce n'est pas très difficile à trouver. Inch'Allah, ça va être... Inch'Allah. Mais ce qui est bien, là on parle quand même d'un palier, c'est l'université. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un regard au niveau du cycle moyen, secondaire, là où les enfants qui sont très intelligents et qui utilisent l'intelligence artificielle, peut-être aller au fond, à la base, pour mieux construire. Je pense que ça, c'est les 3 paliers donc, sont parmi les axes prioritaires de recherche dans notre laboratoire. Donc, on va essayer d'élargir à ce niveau-là. Alors, un dernier mot avant de nous quitter, puisqu'on arrive à la fin. Donc, si vous permettez, je vais remercier donc, toutes les personnes de près ou de loin qui ont participé à la réussite de ce colloque. Mes collègues du département, donc je leur fais un petit coucou. Monsieur Tobjoun pour toutes les facilités qu'il a mis à notre disposition. Qui est le directeur de l'École normale supérieure et tous nos enseignants donc, qui étaient présents pour nous donner du soutien. Merci. Et à moi, à mon tour de vous remercier d'abord parce que le sujet est très intéressant et je vous encourage à nous organiser d'autres rencontres
de ce niveau et puis avec des thématiques aussi intéressantes. Inch'Allah, Merci beaucoup Inch'Allah. et puis j'espère Merci à vous vous. retrouver, Inch'Allah, dans d'autres rencontres. Inch'Allah. Voilà, on va juste changer de sujet. On va parler, enfin, on va pas aller très loin. On va aller à l'utilisation et la numérisation, la digitalisation des technologies de l'information, de la communication qui ont fait l'objet d'un séminaire. Mais on va juste écouter une chanson avant de revenir. Je crois que c'est Abdel Nour, hein, Fouzi. Hein. بالريحية خرجت من الحمام يا وبالريحية بالريحية يا ننظرنا غيب يا ولانية ولانية عاشق ليلي يا سعد الله يا سعد يا مسعود يا سعد الله يا سعد الله يا شيب المكتوب أمرة الله أمرة الله عاشق ليبك طال من هايا صرية مالت يا الليل عس عس يا صرية مالت صرية مالت وعيون والفي مالت مالت نعست مالت عاشق ولايبي ما الحبيبي مالو كان معايا كان ما الحبيبي مالو يا ناسي غضبان ما الحبيبي مالو لمدة رجالو لمدة رجالو وقرني بتعيان واخدعني لمانو واخدعني بلمان ما الحبيبي مالو عداني عداني لو نسباب جفاني خلاني بهمومي ومعاني ولا يرم راني قامت غصن البال
في طاوة في تسعة لقيتها في طاوة في تسعة نستغني ملحان مع توابي ويا لالا نستغني ملحان مع توابي كلمتها بوصالي قالت كلمتها بوصالي قالت هذا ما هو وده خطابي ويا لالا هذا ما هو موضع خطابي. Voilà, c'était Fouzi Abnoul que l'on salue au passage. Et j'ai le plaisir de recevoir Mehdi Labani, qui est expert, on va dire expert dans l'entrepreneuriat, mais aussi co-organisateur du 3e salon Constantique, qui est dédié à la digitalisation et à l'utilisation des technologies de l'information, de la communication. Ça paraît un peu vague comme domaine, mais bon, vous avez quand même réussi à organiser ce salon. Marhaba bik, Mehdi. Merci beaucoup. Bonjour. Je tiens déjà à saluer tous les auditeurs de votre émission. Nous, c'est des téléspectateurs. Les téléspectateurs qui regardent cette émission avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Je suis vraiment ravi d'être votre invité. Et bien entendu, je vais répondre avec beaucoup de simplicité à toutes vos questions. Alors, pendant 3 jours, Constantine était le centre d'intérêt de cette digitalisation. On parle de numérisation. C'est vrai que des fois, c'est des mots que l'on utilise, que l'on peut-être qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Technologie de l'information, communication, digitalisation, ça paraît un peu... C'est vrai. Vous avez tout à fait raison, parce qu'il y a plusieurs concepts qui se collent et que parfois, on a l'impression, lorsqu'on parle de l'une, on parle des trois. Le premier avantage d'une société moderne, c'est de digitaliser, de ne pas avoir trop de papier. Mais pour les entreprises aussi, il faut absolument qu'elles soient à l'avant-garde, comme ce que nous voyons dans le monde moderne. Et j'étais agréablement surpris. Ça fait quelques années que j'ai mis quelques orteils et un pied dans mon pays natal, et c'est ma ville auquel je suis né, de voir que l'État algérien, il est en avant-gardisme sur tout ce qui concerne la numérisation, la digitalisation, afin d'aider les entreprises d'être aux mêmes normes que les entreprises modernes. Et c'est une chose qui me plaît beaucoup, et c'est pour cela que moi je voulais absolument non seulement intervenir comme conférencier, ce que j'ai fait à différents endroits, on peut revenir après. Parce que vous êtes expert voilà, dans ce domaine. Et j'avais envie aussi de mettre une initiative avec un acteur local qui m'a donné l'opportunité de collaborer avec lui pour la 3e édition de Constantique. Déjà de Constantique, ouais. Mais elle était ouverte à toutes les opportunités de l'Est. On a eu pas mal d'engouement, des visiteurs qui sont venus de Guelma, de Betna et de différentes régions. C'est vrai, un peu partout, à l'Est du pays, ils étaient là, ils sont venus, ils ont présenté... Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a l'échange, les débats, et ça, c'était intéressant. Et d'ailleurs, lorsqu'il m'a donné la responsabilité de gérer les panels, il fallait absolument que je sois un peu plus méthodique. Qu'est-ce qui est utile? Comment l'entrepreneur lambda va venir dans un salon, il va prendre à la carte des conférences, il va sortir beaucoup plus instruit avec ce salon. Donc on a parlé de cadre réglementaire, et j'avais la chance d'avoir embordé quelqu'un de la COSOP, c'est le conseiller monsieur Nabil, qui est venu nous voir. On a eu quand même un très bon panel sur l'investissement, c'est super important. Et après, on a voulu absolument dire le financement. Et là, je peux dire 2 mots après, parce que le financement et l'investissement, c'est super important lorsqu'on veut créer une entreprise. Et je voulais absolument donner une part importante à l'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat féminin, auquel j'ai créé un panel dédié pour ça. Alors, nous étions présents au salon, à l'ouverture du salon. Nous avons bien sûr baladé notre micro un peu chez les jeunes, chez les conférenciers. Vous-même, vous êtes dans le reportage. On va juste revoir les images et après, on va continuer pour essayer d'avoir le maximum d'informations. Très bien, merci beaucoup. Reportage. Merci.
اليوم حنقدموا لكم المشروع تاعنا احنا وليكيب تاعي RSSRL. المشروع يتحدث على الديتكسيون بريكوس على لي دو مالادي تاع لا نيوروباثي ديابيتيك الى SLA. دونك البروجي هذا فيه دي كابتور اللي وين يبعثوا لابليكاسيون، بعد لابليكاسيون اترافير لو موديل تاع ليا راح يدير لا ديتكسيون بريكوس. بوكو بليس هذا الموديل يوتيليزيوه لي ديابيتيك باسكو عنده علاقه بزاف مع الدوري ديابيت. كل ما تزيد الدوري كل ما هو حيكون بون. هذا لو غون حيكون ديسپونيبل في لي فارماسي في الزوبيتو باش يساعد على اسمها لا ديتكسيون باش نيفيتيو دوطر بروبليم. انا يتمثل في لو كونترول انتيليجونس دي فيوند. دونك لاباري تاعنا استعملنا فيها لي 3 كابتور دي capteur de l'humidité, température, capteur de gaz, linge 3 ou capteur de couleur. Donc l'appareil تاعنا تحطوها على الفيوند ديرنا تعطينا الريزولتا وتبثهم لنا فيا بلوتوث لابليكاسيون موبيل اللي بروغرامينها احنا. درنا دراسات مع المديري التجاره، عطاونا المعايير العالميه تاع شاك 3 تيب دو فيوند، حطيناهم كوم داتا في لابليكاسيون موبيل تاعنا. هي تروح دير لنا الكومباريزون وتعطينا الريزولتا تاع ليتا تاع شاك فيوند سور بلاس، اسكو راهو فاسد، راهو بدا يفسد ولا راهو طازج. On a développé plusieurs projets. On a travaillé sur le développement d'un biocapteur à surveillance cardiaque pour faciliter le diagnostic aux médecins. On a travaillé sur le développement des patchs pour le traitement des brûlures. Aussi, on a travaillé dans le domaine de l'agroalimentaire et le recyclage, le développement d'une application Green Cycle. Aussi, on fait des compétitions dans le domaine de ICT, c'est le domaine technologique national et international. Ce qu'on bénéficie de cette collaboration avec eux, c'est qu'ils nous offrent des formations et des certificats reconnus internationaux. حاليا في مجال الرقمنه، سواء الرقمنه الداخليه لتطوير الوظائف الداخليه لتسهيل التسيير بصفه عامه، وكذلك الرقمنه نحو الخارج نحو الزبائن خاصه. ورانا بصدد التعريف بمنتج جديد هنا حاليا في الوطن الجزائر، هو السيبر اسيرونس سيبر سيكوريتي كونتر لي سيبر اتاك سيبر ريسك. هو منتج جديد لانه درك معظم الشركات الوطنيه راهي متوجهه نحو الرقمنه، وهي في نفس الوقت معرضه للمخاطر تاع القرصنه الى غير ذلك. Aujourd'hui, nous commençons à avoir des salons régionaux, donc nous sortons un peu de la zone d'Alger pour aller vers l'est et il y a eu déjà des événements à l'ouest. Donc cela permet aussi de changer l'optique ou d'étendre l'optique de la numérisation et de tout ce qui est technologie de l'information et les mener un peu vers toutes les zones du pays. Je remercie beaucoup l'organisateur qui m'a donné l'occasion d'organiser moi-même l'architecture des panels. En fait, les panels, on les construit comme un puzzle. Qu'est-ce qu'on a besoin et comment on peut impacter ceux qui vont nous visiter. Premièrement, les gens qui nous visitent aimeraient bien savoir de quoi on parle. C'est quoi l'impact de l'intelligence artificielle? C'est quoi l'impact de la réglementation? C'est super important. Et aussi, on a parlé du côté investissement. C'est un peu là où l'État de l'Jazaïria est en train de faire des efforts pour mettre des mécanismes réglementaires pour faciliter l'investissement. Mais comment aider l'investisseur privé? Quels sont les différents mécanismes? Il y a une haja dans ce salon unique. On va parler non seulement de l'open innovation, mais on va parler d'entrepreneuriat en général et l'entrepreneuriat féminin. On a un panel extraordinaire le 3e jour. Que des femmes qui vont parler de leur expérience, leurs difficultés, leurs réussites. Voilà donc petite balade, on a une idée sur ce qui s'est passé. C'est incroyable de me voir sur la télévision. C'est bien, on se revoit. C'est incroyable. Oui. Alors, dites-moi, ce qui était intéressant, c'est vrai, moi j'ai retenu 2 choses. D'abord,
Une journée consacrée à l'entrepreneuriat féminin. Oui, parce que, comme on dit en arabe, l'avenir de l'homme, c'est la femme. Et d'ailleurs, je voulais absolument leur donner le micro. Il y avait absolument beaucoup de présence féminine. C'est assez extraordinaire. Le salon s'est tenu sur 3 langues. Il y avait l'arabe, le français, mais il y a aussi l'anglais. Et j'ai vu que les étudiants et les étudiantes d'aujourd'hui maîtrisent l'anglais parfait. C'est assez incroyable. Et d'ailleurs, ce qui a été repris dans le reportage, vous avez réussi en quelques minutes de résumer. Bien entendu, vous avez montré essentiellement les stands. À un moment donné, c'est une photographie. On a fait exprès de commencer par les étudiants qui montraient leurs innovations. Et d'ailleurs, c'est le but. C'est impressionnant, les projets. Le projet pour les diabétiques, le projet pour la viande. Moi, j'étais surpris par le côté innovateur de ce projet. J'ai discuté avec les porteurs de projets. J'espère avoir à en parler avec eux parce que l'idée me plaît beaucoup. Et aussi, j'ai vu qu'il y avait plein de yeux qui pétillent lorsqu'on parle avec eux. Et c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, toute la fatigue d'organisation du salon, vous l'oubliez. On l'oublie tout de suite lorsqu'on voit. Sincèrement, Monsieur Labadi, vous qui vivez en Europe et voir autant, parce que vous vous attendiez à autant d'intérêt et à autant de qualité chez surtout ceux qui présentaient les projets. Je m'attendais un peu, mais pas comme ça, surtout sur Alger. Et d'ailleurs, M. Guessoum, le président du CAPSEC, que je salue, qui a parlé d'un élément très important. Il faut absolument encourager la décentralisation. Donc avoir des événements sur Alger, c'est super, mais il faut avoir des événements à l'est, à l'ouest et pourquoi pas dans le sud. Au sud aussi. Dans le sud, surtout. Afin d'aider toutes les petites voix qui n'ont pas forcément les codes pour approcher ou pour connaître le réseautage. C'est super important parce qu'il y a pas mal d'étudiantes et d'étudiants qui me disent, il n'y a pas que des étudiants, mais il y a aussi des entrepreneurs qui sont venus le voir, quels sont les liens, comment on peut faire, comment on peut rendre notre idée internationale. Et moi je leur dis toujours, commencez par voir localement, mais regardez global. Il faut regarder le monde. Il ne faut pas avoir une vision uniquement algérienne. Il faut avoir le monde. C'est super important. Il faut voir grand. Il faut voir grand. Exactement. Vous avez les moyens. Vous n'avez rien à envier à tous les entrepreneurs que je rencontre en Europe. Vous avez les mêmes formations, les mêmes qualifications. Vous avez en plus un vivier, j'allais dire, propice. Et moi, je le dis souvent. C'est vrai qu'il y a une réglementation qui est à côté, qui est là pour soutenir, aider, booster la création d'entreprises, par le label Startup. Donc il y a, par un clic sur une plateforme, on peut déjà déposer le projet. C'est vraiment simplifié. Donc la personne peut, au bout de quelques mois, avoir le label innovation. Il peut créer son label entreprise Startup d'ici quelques temps. Il faut voir qu'il le fait sur les 2 ans. Et d'ailleurs, je le dis toujours à mes collègues européens, en Algérie, il y a un ministère des startups, des micro-entreprises et d'économie, mais des startups. Ça fait partie des attributions du ministre. Ça paraît banal, mais c'est très important. C'est très important. Donc, parmi les attributions de Monsieur le ministre, M. Wadah, il a aussi les startups. Et c'est super important de dire, on a envie d'accompagner. Il faut aussi améliorer le contexte investissement, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. Chez nous, en Algérie, pour eux, il y a les fonctionnaires et ceux qui font du commerce. Mais il n'y a pas la troisième, j'allais dire, pied, qui est l'investissement. J'investis dans un cadre qui est reconnu et je peux plus ou moins accompagner la croissance de l'entreprise. Et c'est pour ça que j'avais tout un panel qui parle d'investissement, un panel qui permet de parler, et des keynotes qui permet de parler sur le cadre réglementaire et comment on peut financer. Donc quelqu'un qui a un projet, il assiste à une conférence, une deuxième, elle dit « Ah bon, je ne savais pas », une troisième, « D'accord, j'ai compris », afin de pouvoir avoir la synthèse de tout cela. Et moi je leur dis, si vous avez des idées, c'est bien, il faut avoir, comme on dit en Europe... oui, c'est vrai, on peut avoir une idée, mais... les moyens de concrétiser cette idée, de le mettre en pratique, ça c'est plus compliqué. Et je dis toujours aux porteurs de projet, ne soyez pas seuls. Il faut absolument que vous soyez avec une équipe. Cherchez les bons partenaires qui vous complètent. Ne cherchez pas des personnes qui vous ressemblent. Si vous êtes une personne qui maîtrise la finance, cherchez quelqu'un qui maîtrise la programmation, cherchez une personne qui maîtrise la communication et du marketing. Comme ça, faites une équipe 3-4 personnes, vous avez beaucoup plus de chances de convaincre un investisseur. De réussir. Et de réussir. Si nous deux, on est investisseurs, on est beaucoup plus confiant d'avoir un projet où les compétences dans le projet sont transversales que d'avoir une tête et les autres on ne voit pas. Et d'ailleurs, ce message-là, il est vraiment passé. Il y avait quand même de grands professionnels qui sont venus d'Alger et d'autres villes qui ont fait le déplacement, je les remercie, qui ont fait des panels extraordinaires, aussi bien pour la CEF, et sans forcément noter de noms d'entreprise, mais il y avait pas mal d'acteurs majeurs de l'écosystème algérien qui sont venus.
Parce qu'il y a bien, c'est que nous avons quand même tout un mécanisme dédié à l'aide à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises, aux start-up. Là, c'est bien. Vous louez, pour vous, c'était très agréable de parler de cette batterie légale qui existe pour aider les jeunes à aller de l'avant. Exactement, parce que... C'est une chance qui n'est pas courante. Voilà. Qui n'est pas courante, et je remercie le président Tebboune et tout le gouvernement de faire des efforts, de communiquer sur les lois d'investissement pour les investisseurs étrangers, parce que depuis l'étranger, on voyait que le pays était hermétique et fermé, et lorsqu'on parle un peu, on est surpris, on dit mais on ne savait pas, voilà. C'est très bien. Donc on peut transférer les dividendes, c'est un cadre qui permet de le garantir, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent oui mais on ne peut pas investir, on ne peut pas transférer les dividendes. Si, on peut, il y a un cadre 2005-03. Il suffit de connaître voilà. D'où l'intérêt d'organiser ce genre de salon, parce qu'on découvre les lois, on découvre ce qu'on peut faire, mais aussi on partage les expériences. Exactement, tout à fait. Et d'ailleurs, pas mal de personnes me disent oui, on n'est pas trop aidé par le gouvernement. Je dis, ne confondez pas deux choses. Toutes les facilités sont là. Il faut faire un petit pas. C'est-à-dire avoir la bonne équipe, mais avoir le micro-investissement, ce qu'on appelle love money à l'étranger, et de pouvoir avancer. Et là, vous allez être suivi, accompagné, et forcément, on a quand même quelques pépites. L'intérêt, c'est d'avoir un vivier. Et d'ailleurs, le chiffre que l'écosystème algérien veut produire, il est ambitieux, mais réalisable. Quand je regarde, par exemple, ce qu'on a montré, on a pris trois exemples d'idées, bonnes idées à mettre en pratique. Exactement, oui. Comment on peut faire pour moi? Moi, j'ai une idée, mais comment la concrétiser, comment la rendre entreprise générant des bénéfices, mais aussi créer une entreprise économique? Premier élément, lorsqu'on a une idée, bien sûr, comme vous le savez, et tous les personnes, les auditeurs qui nous regardent, il faut avoir une idée, il faut d'abord tester le marché. Il faut voir la cible, c'est quoi. Par exemple, lorsque la personne elle a parlé du diabétique, il y a beaucoup d'Algériens qui ont eu cette maladie, mais ils ne le savent pas. Donc il faut absolument se diagnostiquer. Donc second, je l'ai vu, je lui ai posé la question, il m'a dit c'est un prototype, il va s'améliorer pour que ça soit un peu plus intéressant, plus performante. Mais en tout cas, l'idée est là. La cible, elle est présente. Ce que le marché, il est mondial, il est global. Maintenant, il faut avoir des partenaires qui vont l'accompagner pour voir justement à promouvoir cette idée. Et bien entendu, il n'y a pas de secret. Une entreprise ou une start-up, elle va gagner de l'argent dans les ventes, dans les services. Donc, si vous êtes connu et si votre service il est performant et il a sa cible et son marché, forcément, vous allez le vendre. Et ça, pour pouvoir le vendre, il faut avoir des personnes qui savent commercialiser, communiquer, avoir le bon produit. Vous savez, avoir le bon produit ne suffit pas. C'est ce que j'allais dire. Il faut dire que vous avez le bon produit. Et deuxièmement, il faut savoir le commercialiser au bon prix, au bon moment. Et bien entendu, chercher toujours des alliances pour conquérir des marchés. Et moi je dis toujours, et d'ailleurs j'étais présent à l'IATF, c'était vraiment un salon extraordinaire africain. L'Algérie est un pays majeur de l'Afrique. On a un continent. On a un continent. Et ce continent, il faut le conquérir. Il faut bâtir des... D'ailleurs, je salue, il y a un salon prochainement à Alger, c'est l'African Startup Conference, auquel j'aurai l'honneur de participer. L'idée pour moi, c'est justement réseauter, connecter et permettre à des startups que j'ai connues au salon Constantique de leur mettre justement en contact. Pas seulement en Europe, mais aussi en Afrique, parce qu'il y a des réelles opportunités. Oui, l'Afrique est là, elle est bien présente, parce que nous sommes africains, il ne faut pas oublier que nous avons d'énormes potentiels à partager plutôt. Alors, la journée consacrée à l'entrepreneuriat féminin, peut-être c'est un peu plus difficile quand on est femme ou homme, ou est-ce que c'est la même chose? Sans langue de bois. Sans langue de bois. Lorsqu'on est une femme, on a des portes qui s'ouvrent. Mais on a aussi des portes qui se ferment. Donc la femme, elle a des opportunités. Donc ce n'est ni plus facile ni plus difficile. Voilà, donc il faut dire les vérités. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes, elles peuvent déplacer des montagnes. Et c'est super important de le savoir et de le citer. Et donc, un des panels que j'ai créé, donc une femme entrepreneuse reconnue dans l'écosystème, elle va dire son expérience de levée de fonds.
Parce que pour lever de fonds, c'est-à-dire prendre un partenaire extérieur, que ce soit algérien ou autre, qui permet de rentrer dans le capital, raconter son expérience. Une autre, elle va parler de la loi ou le dispositif 1275, comment elle a permis de faire le label. Une troisième, comment elle a une expérience avec les entrepreneurs féminins. C'est une question de contexte, et moi je vais nuancer mon propos. On est vers l'amélioration d'accepter les entrepreneuses féminines. Elles ont leur place. Et c'est vraiment ça l'écho favorable après l'audience, après la conférence, c'est que beaucoup de gens se sont entourés auprès de ces entrepreneuses pour reprendre leurs contacts, avoir un peu plus d'informations. Et il faut le dire, dans le monde, lorsqu'une femme investit, elle n'investit pas beaucoup, mais lorsqu'une femme elle investit, c'est une réussite. C'est une réussite. Ça, c'est bien. Voilà. Et quand on connaît la ténacité des femmes algériennes, je pense que c'est de bon augure pour, bien sûr, l'avenir de l'économie féminine algérienne. Et moi, j'invite les hommes de collaborer, d'inviter des capacités. Et d'ailleurs, toutes les entreprises qui vont de l'avant en Algérie, ils ont toujours dans leur cadre, pas parce que c'est une femme, mais parce que c'est une compétence. C'est une Avant compétence. d'être une femme, c'est une compétence. C'est une compétence qui va ramener de la valeur ajoutée. Et je vois que la modernité en Algérie est en train d'avancer et que les femmes jouent un rôle de plus en plus prépondérant, et tant mieux. Ben, tant mieux. Donc, vous savez, les femmes algériennes ont toujours été aux côtés des hommes, et c'est elles qui font tout en Algérie. Ça, je vous assure que les femmes, on peut compter sur elles. Alors, bon, si on fait un bilan de ce 3e salon, voilà, en quelques mots, parce que là on arrive presque à la fin de déjà. Oui, bah oui, le temps passe vite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais au moins faire un petit bilan sur ce qui a été réalisé par ce 3e salon. Très bien. Je tiens tout d'abord à commencer pour dire que le salon est le parrainage du ministère des Startups et de micro-entreprises, et je le remercie pour cela. Ça nous a beaucoup aidé. Il y avait le ministre. Le conseil du ministre qui était présent dès le premier jour. Il a fait le tour de tous les stands. Il a pris le temps avec nous de parler avec eux, de donner son soutien et son témoignage. M. Mouletrelif, que je remercie d'ailleurs pour son soutien et son accompagnement. Le bilan, on ne voulait pas faire un salon très grand. On voulait faire un salon à taille humaine. Ce salon à taille humaine, c'est-à-dire réunir les compétences locales de l'Est d'Algérie et au-delà, parce qu'il y avait même des personnes qui sont venues depuis Alger, depuis Tizi Ouzou, et dire qu'on peut faire quelque chose auquel ça tient beaucoup d'importance pour moi, relier le monde académique et le monde entrepreneurial qui ne communique pas beaucoup. Donc aider cette communication qui commence à porter ses fruits ailleurs. J'ai donné des conférences à Tizi Ouzou, j'ai vu comment ce lien commence à aborder, comment il peut donner ses fruits. Le bilan, il y a des personnes qui ont pris contact, il y a des entrepreneurs qui ont pris des idées, il y a des entrepreneuses qui ont permis de dire on va aller plus loin et plus vite. Nous, organisateurs, nous avons vu qu'on peut faire mieux, qu'on peut justement accorder dans la com quelque chose de plus impactant, d'avoir un peu plus de relais. Et donc ça nous encourage de faire justement de cet élan, vu qu'il y a de la demande. Lorsqu'on a appelé les incubateurs de l'Est, il y en a ceux qui me disent ah oui, j'aimerais bien venir, j'étais pas au courant il y a un mois, la prochaine fois je viendrai avec mes entreprises des startups. Et nous, on a vu qu'il y avait une dynamique qui était porteuse de fruits, et nous, on aimerait bien consolider pour l'avenir. Vous avez remarqué qu'il y avait quand même une grosse demande. Exactement. Une grosse demande, et que finalement... Malheureusement, pas assez d'offres, hein, pas assez d'espace. Pas assez d'espace, et que finalement, ça nous a encouragés. Nous avons compris qu'il y a un marché, et que finalement, tout le monde veut et apprendre, et donc ça nous encourage d'aller plus loin. D'ailleurs, dans le reportage, on parle de la cybersécurité, c'est essentiel. On parle de la digitalisation, on parle de la cybersécurité, et on a déjà programmé dans le salon des thématiques sur la cybersécurité, sur la conscience. Parce que quelqu'un qui me dise « je prends un antivirus piraté », ça ne sert à rien. Il faut prendre les bons outils. Et d'ailleurs, dans chaque entreprise, le premier allié de la sécurité, c'est le citoyen, c'est le salarié. C'est l'être humain d'abord. C'est l'être humain lui-même. Et donc le salon, et d'ailleurs une chose qu'on a dit dans le salon, et je vais résumer ma phrase là-dessus, l'investissement, ce n'est pas un transfert de capital, c'est un transfert de confiance. On va terminer sur cette note de confiance qui prévaut au sortir de ce salon. Prochain salon? Bien entendu, il y a des projets de faire des salons, aussi bien, parfois même ce que je suis en train de proposer, de faire des thématiques plus courtes mais ciblées. Ça veut dire une journée sur la digitalisation. Par exemple, moi j'ai fait une keynote sur la blockchain et l'intelligence artificielle, les cas d'usage.
Maintenant, les jeunes veulent avoir des cas d'usage. Comment on peut du concret et cas d'usage. Comment répondre aux entreprises? On peut faire des journées courtes, impactantes, et justement fédérer pour un big event. Nettement mieux bénéfique que par organiser un grand salon, peut-être où il y aurait... Ou peut-être des petits avant le grand, c'est-à-dire quelques thématiques petites tout au long de l'année et un event plus grand qui va rassembler toutes ces énergies. Mehdi Labani, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver encore pour d'autres, parce que c'est très intéressant de parler avec vous d'entrepreneuriat, d'expérience, de technologie de l'information, mais aussi de la réglementation, du soutien, des mécanismes de soutien à l'entrepreneuriat, aux jeunes Algériens et surtout aux startups. Donc merci beaucoup. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Je vais vous offrir une belle chanson qui vient du sud, le vent du sud, à Tikabouine. Et là, le temps bien sûr d'accueillir mes prochains invités. Merci beaucoup. Merci. حبك حكاية يا أغلى الناس انتي رواية كلك إحساس حبك حكاية يا أغلى الناس انتي رواية كلك إحساس انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشنا الاثنين مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشنا الاثنين انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية لا ليلى أنا ليلى 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 أوه أنا ليلى 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 أنا لا 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 ليلى ليلى أنا ليلى ليلى أنا ليلى 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 أوه أنا ليلى 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 أنا لا 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 ليلى ليلى أنت القمر في ليلة سمر كيفاش ننساك يا ابن البشر أنت القمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية
Voilà, Tikamoun, c'est toujours un plaisir de les entendre. J'espère que ça vous a plu. Alors, on va parler de médecine, de pédiatrie, mais surtout d'une journée scientifique, la première du genre organisée par l'EHS de Sidi Mabrouk à Constantine, qui est un établissement hospitalier dédié mères et enfants. C'est ça, c'est. Alors, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Ben Cherif Madani Tahar. Voilà. Le plaisir est à moi. Le plaisir est pour moi. Je vous ai vu en conférence en train de parler, mais bon, on n'a pas eu le temps d'échanger. Marhaba bik. Professeur Chabou, vous êtes réanimatrice spécialisée chez les enfants ou pas? Non, alors je suis médecin-chef d'anesthésie-réanimation à l'EHS Mère et Enfants Sidi Mabrouk. Très bien. Marhaba bikoum. Merci de votre présence sur le plateau. D'abord, alors, qui parle en premier sur l'importance d'organiser une journée scientifique sur ce thème précis qui est, vous avez choisi je crois 4 thèmes mais avec beaucoup de participants. Alors un mot d'abord sur cette journée scientifique. Oui, très bien. Donc, bismillahirrahmanirrahim, donc pour cette première journée scientifique de l'OHS Sidi Mabrouk de Constantine, comme vous l'avez bien signalé, c'est la première, d'accord. La première, on se demandait toujours la question pourquoi ça arrive pourquoi à ce moment-là. avoir attendu autant de temps? Exactement, pour un établissement qui est, je dirais, très ancien, donc avec ces deux versions, que ce soit la pédiatrie, la clinique du Mansoura ou la maternité, le beau séjour, c'est ce qu'on appelait avant. Et puis, je pense qu'il y a quand même une volonté globale de la majorité des responsables des différents services, une collaboration qui était très étroite avec les différentes autorités. Donc, c'est une journée qui a été faite en premier lieu sous le haut patronage de la faculté de médecine, représenté par le monsieur le doyen Bozitouna Mahjoub, et également le haut patronage de la direction de la santé publique de Constantine, représenté par le Hakima Boubguira Linda. Et puis, il y avait une coordination étroite avec différentes spécialités, médecins-chefs de différentes spécialités. Et également, il y avait une coordination étroite avec l'Université des sciences islamiques, représentée par le monsieur Saïd Darraji, qui nous a ouvert les portes pour réaliser. Habituellement, les journées scientifiques médicales ne se déroulent pas à l'Université des sciences islamiques. Oui, c'est ça. Oui. Mais là, c'est bien bon. Ça change un peu. Exactement, tout à fait. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait plusieurs, il y avait même l'association des pédiatres de Constantine. Tout à fait, oui, que j'ai malheureusement pas cité maintenant. Oui, c'est pas grave. Mais c'est surtout les thèmes choisis durant cette journée. Oui, très bien. Donc le thème c'était, avant de décider pour la journée, je le dis clairement, l'idée elle était exposée dans le conseil médical de l'établissement, donc qui a une responsabilité dans l'organisation des manifestations scientifiques et surtout cette première rencontre. Donc on a proposé divers thèmes et on s'est mis d'accord sur ces thématiques-là. Il y a les pathologies pédiatriques, ça veut dire les maladies hépatiques de l'enfant et de la mère enceinte. Il y a l'ironéphrologie, ça veut dire les maladies rénales également de l'enfant et de la femme enceinte également. Il y a également l'hématologie, donc les maladies du sang entre parenthèses, et également les maladies infectieuses. Donc, à côté des thématiques, on s'est mis d'accord de les présenter dans cette journée. Il y avait également plusieurs ateliers, des ateliers d'anesthésie, de réanimation, de ressuscitation. Oui, je laisserai professeur Chabou en parler. Il y avait des conférences, donc un peu global sur des thématiques, je dirais, un peu phares et sensibles. Parce qu'on est en train de parler d'un secteur très sensible du domaine de la santé. On parle de la mère et de l'enfant. C'est en termes de priorité. La venue au monde est une opération très délicate. Oui. Je comprends qu'il y a beaucoup de spécialités autour de la naissance, parce que la venue au monde d'un humain est très difficile. Exactement. Et la femme et l'enfant sont sujets, je crois, à beaucoup de difficultés pour justement ce passage. Oui. Madame, il y avait la réanimation chez les enfants. Ça, je crois que c'est plus particulier chez vous. Alors, notre participation d'anesthésie-réanimation, donc il faut savoir que, puisqu'on parle d'un établissement mère et enfant, il y avait les deux versants. Donc, et l'anesthésie chez l'enfant et l'anesthésie chez la mère.
Donc, notre spécialité a représenté au cours d'une journée donc, un trait d'union entre les différentes spécialités, à savoir la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique et également la gynécologie. Donc, nous avons participé dans les deux versants. Donc, on a parlé de la mère et on a parlé de l'enfant, donc de l'anesthésie et de la réanimation chez ces deux terrains. Et ça, c'est bien parce que la présence, je pense que la présence de beaucoup de médecins, on sent le besoin de fructifier les connaissances et de partager des expériences. Ça, c'est ce que j'ai senti, juste le petit tour que j'ai fait là-bas. Exactement. Donc, ça a été, donc, comme a dit le professeur Bécharif, une première journée et ça a été un premier partage déjà entre nous. Donc, on est étalé sur deux établissements distants de 2 km. Donc, il fallait dans un premier temps nous réunir, se rencontrer, se connaître et partager nos propres expériences. Et c'est ce qu'on a fait à travers cette première journée. Alors, juste, moi j'ai quelques images du séminaire, puis des intervenants dont vous ne faites pas partie, mais on voit ce que les autres ont pensé et ont réalisé durant cette journée qui s'est déroulée samedi passé à l'Université des sciences islamiques de Constantine. Il y a intra et extra EHPAD chirurgical, l'évolution basée sur une analyse de degré de température de nos malades était de 4. هذا اليوم نظمنا اليوم العلمي الأول للمؤسسة، وهذا من أجل اكتساب خبرات طبعا من خلال الاحتكاك بالخبرات الوطنية، ومن أجل كذلك إبراز النشاط المؤسسة المتخصصة في الأم والطفل، ومن أجل تحسين التكفل أو الوصول إلى التكفل الأمثل بصحة الأم والطفل في نفس الوقت. المشاركين عندنا أساتذة في الطب من قسنطينة، سواء المستشفى الجامعي أو من المؤسسات الشفائية المتخصصة الأخرى التي تضمن نشاطات استشفائية جامعية، بالإضافة إلى مؤسسات وأساتذة من مؤسسات استشفائية من عبر القطر الوطني. هذا اللقاء هو كان الهدف نتاعو الأول هو تحسيسي، وخيرنا مواضيع تخص التخصصات الأربعة: الأم، جراحة الأطفال، والتخدير، والطفولة. واخترنا 4 مواضيع حساسة جدا تخص أمراض الكبد وأمراض الدم، أمراض التشوهات الخلقية عند الأطفال. حبينا نديروا عمل مشترك بيناتنا باش نخرجوا بنتائج منها تحسيسية ومنها تحسين النتائج نتاعنا فيما يخص هذه الأمراض الموجودة عندنا في الجزائر. ويعني وصلنا يعني احنا في المؤسسات تاعنا نتائج ايجابيه ملحوظه، ونتمناو بهذه الايام نعرفوا بالتجارب تاعنا اللي درناها، ورانا في وضعيه حسنه لتحسين النتائج فيما يخص هذه الامراض. هدف اساسا كان تساؤلات اللي تحتاج تجديد في الثقافه العامه لجميع الاطباء، وهذا الملتقى راهو يتمحور حول بعض المواضيع الهامة المتنوعة في 4 اختصاصات: جراحة الأطفال، جراحة خاصة بالنسبة للكبد، تليف الكبد والرتق لاتريزي ديفابيليا، مشاكل الكبد عند الطفل الرضيع والطفل الحديث الولادة، كان مشاكل إنعاش، وكاين مشاكل الطب عام وجراحة الأطفال. هذا راح الجانب اللي راح يتطرق لها هذا المؤتمر في هذا اليوم الخاص. نتمنى أنه يكون بعث للمستوى المعتاد واللي تعودنا اللي كنا نعرفوه تاع قسنطينة في طب وجراحة الأطفال. L'association des pédiatres de Constantine a le plaisir de s'associer à l'EHS Sidi Mborok pour participer à l'organisation de la première journée scientifique. Donc cette journée, c'est une occasion pour réunir à la fois les pédiatres, les chirurgiens pédiatres, les réanimateurs et les gynécologues tous ensemble pour partager leur expérience, transmettre leur savoir aux futures générations pour améliorer ainsi la prise en charge des enfants. Donc c'est une occasion d'avoir l'expérience d'une prise en charge pluridisciplinaire pour nos enfants.
هذا أول لقاء من نوعه حيث يجمع تخصصات 4 تخصصات واللي هي طب النساء والتوليد، طب الأطفال، طب وجراحة الأطفال، والإنعاش والتخدير عند الطفل. هذا جمع كل هذه التخصصات في يوم طبي واحد يسمح لنا أننا نرفع المستوى العلمي لا بريزون شارج تاع الأم والطفل. Voilà, alors j'ai compris que tout le monde était d'accord pour que ce genre de rencontre relève du niveau scientifique, des pratiques, enfin, des médecins. Oui. Ça, c'est l'objectif, je pense, que vous vous êtes assigné. L'objectif principal, c'est transmettre le savoir, premièrement. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui étaient présents, il y a pratiquement plus de 350 participants dans cette journée, de différentes spécialités, de différents secteurs. Il y avait en plus des thématiques principales abordées, il y avait des conférences très intéressantes qui sont à visée de prévention. Je citerai l'allaitement maternel pour revenir, pour promouvoir l'allaitement maternel. Je citerai le patient blood management présenté par le professeur Chabou dans le cadre de comment gérer l'anémie et l'hémorragie chez la femme enceinte et en post-accouchement. Et puis, il y avait d'autres conférences. Il y avait la conférence du Dr Smith qui venait des États-Unis et qui a parlé de l'intérêt de la collaboration de l'équipe particulièrement en cas de réanimation néonatale et de la femme qui accouche. Et puis, il y avait la conférence du professeur Atrih sur la maladie des Sprung et d'autres conférences, je dirais, il y a beaucoup, vous n'allez pas citer toutes les conférences, oui, mais on a compris quand même que vous avez essayé de toucher un peu à tout ce qui a trait comme thématique autour de la naissance. Oui, mère, enfant, tout. Et là, moi ce que je sens, moi je ne suis pas médecin, mais je sens que vous travaillez, mais que chacun est loin de l'autre. Vous ne vous rencontrez pas beaucoup. C'est pour ça le besoin de peut-être de vous sourire. Oui, parce que ça a été, en fin de compte, l'objectif de cette journée, c'est de se réunir le même jour, tous ensemble. Donc, parce que, en fin de compte, chacun travaille dans son coin. Oui. Certes, donc chacun de nous, donc on est tous très occupés, on est je comprends, tous. Avec le nombre de naissances qu'il y a, vous devez avoir beaucoup de travail. Comme je vous ai dit, donc on est 2 hôpitaux quand même. Oui. Donc 2 hôpitaux, c'est Mansoura ici et la maternité Sidi Mbarouk. Donc vous pouvez imaginer qu'on ne peut pas se rencontrer tous les jours. Donc, mais quand même, ça a été une journée qui a permis d'évaluer les pratiques professionnelles de chacun de nous et essayer à la fin de les ajuster avec les nouvelles recommandations. Donc ça a été notre objectif. Donc de faire pratique et théorie sur ce qu'on fait. Donc et essayer à la fin de corriger ou d'améliorer nos conduites. Recommandations, vous avez fait des recommandations. Oui, alors lesquelles, au moins, entre autres, quelques recommandations. Alors, je dirais par rapport à les pathologies, par rapport aux maladies hépatiques de l'enfant et de la femme enceinte, on a insisté par comment approcher le diagnostic et comment approcher la prise en charge de ces maladies-là. Pour les maladies infectieuses, il y avait des thématiques surtout centrées sur les infections urinaires, en particulier de l'enfant, comment les traiter, c'est ça, comment prévenir les infections, quand les orienter au chirurgien pédiatre, par exemple. Et puis pour la thématique des hématologies, il y avait beaucoup de messages qui ont été transmis, en particulier par rapport à la gestion des hémoglobinopathies et à la gestion de l'anémie chez la femme enceinte. Et puis enfin, pour les maladies infectieuses, donc, il y avait des thématiques un peu diverses. Et je pense que l'objectif, c'était comment prendre en charge les maladies infectieuses globalement, je dirais, et selon les nouvelles recommandations les plus actualisées, donc différentes tranches d'âge qui intéressent le mère. Notamment les enfants et les bébés. Tout à fait. Les enfants ne peuvent même pas, les bébés, les nouveau-nés ne peuvent même pas vous dire là où ça fait mal. Tout à fait. Donc d'où la difficulté de votre approche et de votre travail. Je comprends que c'est très difficile d'essayer de... Mais ce genre de journée scientifique est là pour justement
faire évoluer la prise en charge. C'est ce que vous êtes assigné. Et vous, en tant que réanimatrice, docteur, l'approche aussi pour les enfants, c'est un peu délicat. Réanimer un enfant, un bébé, c'est... Bien sûr. Alors, il faut savoir que l'anesthésie, réanimation dans le milieu pédiatrique est très délicate. Je comprends, c'est très difficile. Donc, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de personnel. J'insiste sur ça. C'est-à-dire beaucoup de personnel. Donc, il faut qu'il y ait un bon accompagnement Une grande équipe d'effectifs. Donc des équipes qui sont assez conséquentes pour assurer une meilleure sécurité de cette tranche d'âge. Donc ce sont des malades qui nécessitent plus de surveillance par rapport à la population générale. Ah ouais. C'est surtout les nouveau-nés. Justement. Et dans vos établissements, vous faites aussi le suivi, pas seulement la naissance. Il n'y a pas que ça, c'est ça? Oui, c'est... Alors la pédiatrie, elle s'occupe des enfants pratiquement de la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans, 16 ans. C'est étrange. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que lorsqu'on entend mère-enfant, on se focalise sur la naissance. C'est ça, la naissance. Les 2 premières années. La pédiatrie, c'est jusqu'à 15 ans. Ça veut dire on prend en charge, on prend le suivi de l'enfant jusqu'à 15 ans sur différentes spécialités. On a beaucoup de spécialités, je dirais, en pédiatrie, l'endocrinologie, l'hématologie, l'hépatogastro-entérologie, les maladies respiratoires, la cardiologie, pratiquement toutes les spécialités sont prises en charge et suivies au niveau de l'établissement. Vous avez insisté sur le retour à l'allaitement maternel, ça veut dire qu'il a été délaissé ces dernières années? Tout à fait, oui. Donc, je veux l'avis des 2 médecins. Oui. Donc, justement, j'ai présenté cette conférence dans ce sens-là. Promouvoir l'allaitement maternel parce que les données actuelles, je dirais statistiques, sont très inquiétantes. Je citerai les données algériennes, on est pratiquement à 28,4% de taux d'allaitement exclusif à l'âge de 6 mois. Pratiquement, on est à moins de 30% des femmes qui continuent à allaiter jusqu'à l'âge de 6 mois, ce qui est très alarmant par rapport... Est-ce qu'il y a des normes mondiales? Oui, c'est ça. Donc pour l'OMS, on estime, c'est les dernières données en juillet 2025, on estime qu'on est moins de 50% de la population mondiale, des femmes plutôt, allaitent de façon exclusive jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc on est encore en dessous. L'objectif, c'est vrai, de l'OMS est un peu plus haut, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et j'ai insisté que le travail à faire se situe surtout en anténatal, avant la naissance de bébé. Il faut préparer les femmes avant la naissance pour les bénéfices et l'intérêt de l'allaitement maternel, les préparer juste après la naissance, dans le premier mois, et également sur les bénéfices, la façon de faire, la façon d'allaiter pour avoir un meilleur taux d'allaitement donc à la naissance et par la suite. Est-ce que c'est un souci d'esthétique des femmes qui a fait que l'allaitement maternel se fait de moins en moins, ou est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est vrai qu'il y a des études, en particulier à l'échelle internationale, qui ont mis que les principaux facteurs qui font que la maman n'allaite plus, nos femmes n'allaitent plus, c'est premièrement la séparation qui se fait surtout pour les mamans qui sont césarisées, on les sépare de leur bébé. Donc, ce qui fait qu'on introduit assez rapidement les biberons. Autre facteur, c'est le niveau d'éducation des mamans, le niveau d'instruction des mamans et d'initiation des mamans à l'allaitement maternel. C'est un travail d'éducation à faire préalablement avant la naissance surtout. C'est un travail de sensibilisation déjà avant. Oui, et madame n'a pas dit son avis? Alors, je crois que c'est une spécialité purement pédiatrique, puisque moi j'ai abordé une autre thématique. Mais vous êtes médecin, donc avant d'être... Donc, on va dire que, bien sûr, l'allaitement maternel reste toujours bon. Donc, et pour la santé de la mère et pour la santé de l'enfant. Bien sûr que si une malade n'allaite pas, donc on va plus avoir des enfants malades. Oui. Donc, on va être confronté, donc aussi bien pédiatre que réanimateur, à recevoir donc plus de patients. Donc, on est toujours sur une médecine préventive. Donc, il faut insister sur l'allaitement maternel. Ça, c'est un travail de sensibilisation. Mais aussi, alors, là, je vais aller vers votre spécialité, c'est la césarienne qui est de plus en plus répandue dans les naissances. Est-ce que c'est quelque chose de bien, pas bien, parce que les femmes peut-être veulent aller facilement à la césarienne pour entre parenthèses, se débarrasser de cette opération? Donc, je vais vous dire que, donc, en tant que médecin anesthésiste réanimatrice et ayant travaillé en maternité, donc c'est vrai qu'on voit très bien qu'il y a un taux assez important, mais qui est assez correct par rapport à la littérature. Donc, on est aux environs de 30% de césariennes, donc, selon nos statistiques du service. Cependant,
il faut savoir que la césarienne reste plus à risque que l'accouchement, donc sur tous les plans. Donc en matière de préparation, en matière de suivi et en matière d'hémorragie et en matière de complications par la suite. Une malade qui fait une césarienne a plus de risques de présenter des complications qu'une malade qui accouche. Donc j'insiste plus à revenir aux méthodes traditionnelles, mais bon, je ne peux pas, c'est pas mon domaine, ça relève pas de ma spécialité, donc les indications relèvent donc des spécialités mais là, chirurgicales. quand vous dites que la césarienne est quand même assez plus dangereuse que l'accouchement naturel, donc là c'est un peu pour essayer de sensibiliser les femmes. Bien sûr, donc j'ai abordé moi-même donc lors de la journée donc le sujet de la gestion du capital sanguin donc au milieu obstétrical. Donc j'ai parlé de l'incidence des hémorragies et du risque de césarienne sur l'incidence de cette hémorragie. Il faut savoir que les hémorragies donc chez la femme enceinte représentent la première cause de mortalité chez les femmes enceintes et que 70% des cas, ce sont des causes qui sont évitables. Donc il faut revoir les indications de césarienne et revoir la prise en charge de ces patientes. Mais je pense que ça fera l'objet peut-être d'un prochain séminaire, d'une journée, d'autres journées, parce que là on arrive à la fin. Alors je vous donne juste une petite conclusion, chacun vous avez 30 secondes. On va commencer par les dames. Tout à l'heure, on n'a pas été galant, on a commencé par monsieur, mais parce que c'était le président du conseil scientifique de la journée. Tout d'abord, donc, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Je tiens à remercier tous ceux qui ont collaboré avec nous à la réussite de cet événement. Donc, il ne faut pas oublier que c'est une première. Et j'espère que ça sera pas la et dernière. on est vraiment fiers de cette réussite. Donc, j'espère qu'on a atteint nos objectifs, des objectifs de formation, des objectifs d'amélioration de la qualité des soins. Monsieur Bencherif? J'ajouterai la même chose. Je remercie tous les participants, tout le comité d'organisation et le comité scientifique sans lesquels on n'est pas arrivé à faire ce travail-là, cet événement-là, que j'estime qu'il était très réussi et qui nous invite à réfléchir par rapport à un prochain événement, par rapport à une deuxième journée scientifique de cet établissement public. C'est ça. Oui, c'est bien de regarder déjà l'avenir, parce que quand c'est bien, donc ça veut dire qu'il y a eu de bonnes conclusions, vous regardez vers l'avenir, donc c'est bien. On vous encourage à organiser, Inch'Allah, merci, professeur Chabou, merci de votre déplacement. Professeur Bencherif Madani Tahar, merci. Je rappelle que vous êtes tous les deux pédiatres et réanimatrices et vous avez organisé cette première journée scientifique du genre à Constantine par un établissement public hospitalier. Ce que j'ai aimé, c'est que le fait que vous vous êtes rencontrés, ça c'est bien. On sent que vous ne vous voyez pas beaucoup, mais c'est bien, c'est la rencontre. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, de ce Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. On a parlé beaucoup plus de l'intelligence artificielle dans l'évaluation des étudiants. On a parlé aussi des technologies de l'information et de la communication et la digitalisation. Et on a terminé en parlant de pédiatrie et surtout de journée scientifique. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain pour d'autres sujets, d'autres invités. D'ici là, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nabil Yagoubi et à toute l'équipe de la station régionale de Constantine qui m'ont permis d'être avec vous en direct ce matin. Au revoir.